Le coup tordu du vélo, du cyclisme, hein, le coup tordu, le podcast des passionnés. Pour les passionnés, bienvenue dans le 253e épisode du coup tordu. Alors on se retrouve en cette semaine de Paris-Nice et de Tirreno-Adriatico avec 2 épisodes par jour, donc 253e épisode consacré à la preview et au pronostic de la 3e étape de Tirreno-Adriatico 2025 et juste derrière vous aurez un 254e épisode qui sera consacré à la 4e étape de Paris-Nice 2025 et donc pour cette preview, il y a du monde ce soir ce soir, il y en a qui nous écoutent le matin également en se levant, qui mettent le coup tordu, le podcast dans la voiture en allant travailler. Pour ce coup tordu, Monsieur Enzo alias Phoenix de retour dans le podcast. Comment va mon Phoenix ? Mais écoute, ça va très bien et toi ? Ah bah toi ça peut aller, on ne peut mieux. Jonathan Milan, Pipo Ganna. Ah oui, Milan encore demain, ça va être génial. Alors là tu fais le podcast en slip là. Dis-le Enzo, dis-le. T'es en slibard. Non. Bon, ok. Ça va. C'est normal, on va pas fêter à chaque fois qu'il y a une victoire logique non plus. Ouais, t'attends le slibard sur la victoire de Giulio Ciccone sur le Giro. Tu le réserves là, ton slip rose. Ok, parfait Enzo. Vous avez entendu son chat derrière. C'était qui Thibaut ? C'était Archie ou Juggy ? C'était Archie. D'accord, voilà. Archie qui présent dans le podcast. Quand je dis qu'il y a du monde ce soir, il y a vraiment du monde. Et Monsieur Thibaut alias la type, ça va Thibaut ? Eh ben ça va très bien et je suis déjà très content que Enzo nous dise que Milan va gagner demain. Ça risque de remettre les idées en place de certains qui voient Milan sauter alors que Milan sera présent pour une étape qui va finir au sprint et large favori, il va remporter cette étape. Bon, écoutez, voilà, merci, le coup tordu c'est terminé, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va parler de tout ça et avec nous également dans le coup tordu, alors on vous l'avait déjà présenté, rappelez-vous il y a quelques mois, vous savez, dans le coup tordu, hein, on présente des managers qui brillent sur Side Limit, hein. Comme ils brillent sur Side Limit, c'est qu'ils connaissent le vélo, et comme ils connaissent le vélo, ils finissent par débarquer dans le coup tordu pour parler vélo avec nous tous. C'est Monsieur Boris, le B dans la place. Comment va Boris ? Écoute, ça va bien, merci. Ça ira encore mieux après la victoire parisienne de ce soir. Alors, écoute Boris, là, tu sais qu'il y en a beaucoup, le temps qu'on enregistre l'émission, le temps que je monte un petit peu le podcast et ensuite que ça arrive sur les plateformes de podcast, la plupart des gens qui vont écouter cet épisode, au moment où vont t'entendre prononcer ces mots, vont déjà avoir le résultat. Donc soit, je sais. Donc soit ils sont en train de se dire ah ouais, ce Boris quand même sacré devin, hein. Non seulement il envoie sur Side Limit, mais en plus il fait des bons pronos foot, ou alors ils sont tout simplement en train de se foutre de ta gueule. Espérons que ce soit le bon coup de la pièce alors. Bon, espérons. On t'avait, je t'avais reçu, c'était quel épisode tu te rappelles le numéro ? Non, t'en as fait tellement que je pourrais pas te dire. On devait être vers les 130, 140 par là, puis noter qu'il y aura un autre manager de Side Limit qui sera demain présent dans le coup tordu. Ça sera Petit Juju, qui sera là, qui rase un petit peu tout sur Side Limit. Donc on va attaquer avec à titre indicatif. Ouais, Thibaut. C'était l'épisode 162. Ah bah voilà. Et puis voilà, 140, j'étais pas très loin. Bah bravo Thibaut. Voilà, si vous avez envie de retrouver Boris dans le coup tordu un petit peu, sa manière de gérer, de jouer sur Side Limit, on avait plein de choses, on avait parlé de plein de choses Boris. Donc vous vous recalez sur l'épisode 162. Juste avant d'attaquer la preview de l'étape de Tirreno, on se fait une petite active vélo en speed les copains ? Eh ben vas-y. Allez, on en parlait hier Thibaut dans le podcast. Les wildcards pour le Giro et pour le Tour de France, on trouve que c'est long, on trouve que c'est très long. En plus, Boris et moi et puis tous les managers de Side Limit, on est tous aussi concernés parce que forcément, en fonction des équipes qui seront alignées ou non sur le Giro et sur le Tour de France, ça va impacter nos galeries. Alors toi Enzo, t'as été déniché un petit article, on sait précisément ce qui se passe. Juste pour rappel, habituellement, les wildcards pour le Tour de France, on va dire qu'on les a plutôt au mois de janvier, et les wildcards pour le Giro, Enzo, c'est quoi ? On les a au mois de décembre en principe. Ouais, en général, ça arrive assez vite parce qu'il n'y a pas 50 000 surprises. Surtout avec ces dernières années, l'auto qui décidait très vite de pas faire le Giro. Donc ça laissait soit les 3 wildcards pour les 3 équipes italiennes, soit 2 équipes italiennes, plus une 3e, vu que Vini Fantini n'était pas qualifié l'année dernière. Là, cette année, ça a pris plus de temps. Bon, on se doutait pourquoi. Hein. On sait qu'il y avait des pourparlers entre les organisateurs des 3 grands tours et l'UCI pour avoir une wildcard supplémentaire. Donc, pour inviter
une troisième équipe ou du coup une quatrième équipe pour le Giro. Mais on savait pas trop pourquoi ça prenait autant de temps. Il y avait des rumeurs comme quoi ça pouvait être dû à la sécurité, parce qu'il y a quelques années, il y a 10 ans peut-être à peine, on a retiré une équipe sur les grands tours. Non, on a retiré un coureur par équipe. Excusez-moi. On a retiré un coureur par équipe. On a déjà fait des grands tours à 220 coureurs de mémoire. Mais là, du coup, maintenant, on était plus proche des 175, 180. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on a quasiment 30 coureurs en moins. Et donc, on pouvait se dire, avec 8 coureurs en plus, est-ce que c'est pas un pas en arrière, c'est cela. 8 coureurs en plus, honnêtement, je suis pas certain que ça fasse une grosse différence. Mais on pouvait penser que c'était ça. Et il y a un article qui est paru aujourd'hui sur Cycling News, donc un média anglophone. Et apparemment, le blocage viendrait surtout de 2 super teams qui ont préféré rester anonymes et qui se plaindraient non pas d'un problème de sécurité, mais du fait que offrir une wildcard supplémentaire à une équipe pro team, ce serait pas cool parce que eux dépensent des dizaines de millions à l'année, alors que cette nouvelle équipe invitée pourrait bénéficier de l'exposition d'un grand tour à moindre coût. Donc voilà où on en est. Des équipes qui sont restées anonymes. Voilà. Alors après, ça dépend lesquels. Tu vois, si tu me parles du fond du World Tour, les Cédric Vasseur, Cédric, merde. À l'Intermarché, je rigole comme évidemment. ça, où je veux dire, tu peux peut-être entendre, et encore que, tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas comme si les équipes invitées allaient leur bouffer la laine sur le dos non plus. Enfin, bref. Mais là, quand ça parle de super team, c'est-à-dire qu'on va taper dans le haut du panier, dans celles qui ont les moyens de foutre max de fric dessus. Donc, bon, écoute, on va voir, tu vois, on va voir. Toi, Boris, ça impacte un petit peu tes galeries quand t'as préparé ta saison et que quand t'achètes des coureurs, que tu fais un petit peu d'achat-vente, marché primaire, marché secondaire. Est-ce que c'est dans ta réflexion de prendre des coureurs qui vont faire les grands tours et donc forcément d'aller vers des Tudors qui éventuellement peuvent faire le Tour de France ou le Tour d'Italie ou les deux et voilà, est-ce que ça te ferait chier qu'ils fassent pas et qu'ils soient sur aucun des deux? Ah clairement, maintenant c'est l'objectif parce que c'est là où on a les plus gros prize money sur Limit. Et forcément, on bâtit son équipe pour essayer de remporter ces gros prize money. Donc, on va dire que la Tudor, avec ses GOAT, on espère qu'ils seront sur le Tour de France. Oui, non, mais t'as raison de le rappeler. Hein, c'est sur le Tour de France, c'est $2000 de prize money. Ça pourrait être même peut-être être un peu plus cette année vu que les prize money augmentent de 25% par rapport à l'année dernière. Donc en gros, effectivement, tu vas chercher une Ligue 1 sur le Tour de France, c'est $500. T'as quasiment réussi ta saison. Toi, Thibaut, tu trouves un petit peu mesquin là ces grosses équipes qui pinaillent un petit peu pour avoir un petit peu plus de wildcard pour les pro teams? Oh, Bichou. Oh, il nous pique une vitrine publicitaire. Oh là là. On parle de super teams qui sans doute elles ne vont pas dans les échappées publicitaires, donc ne vont pas rafler de petits gains parce que on rappelle quand même ces équipes wildcard au pire elles font quoi? Vont souvent se montrer sur des échappées pendant les étapes de sprint, ce que les super équipes elles ne font pas. Elles vont essayer de gagner ce type d'étape. Sur les autres étapes, elles sont confrontées aux super teams qui elles vont remporter le pactole. En quoi ça les impacte? Alors oui, ces super teams elles sont bien contentes d'avoir ces équipes qui se montrent avec certains coureurs de talent parce que après qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent leur piquer, leur acheter. Quelle hypocrisie, putain. Oui, non, mais ouais, aujourd'hui, si on parlera d'ailleurs un petit peu des électrons libres tout à l'heure, Boris, mais aujourd'hui, si Manuele Tarozzi, par exemple, sur Tirreno Adriatico, avait pas pris l'initiative de partir devant, tout seul, et faire 150 bornes devant tout seul, voilà, je veux dire, il se passait absolument rien, et c'est des étapes qu'on commence à voir de plus en plus sur les grands tours, notamment sur le Tour de France, où personne ne veut sortir. Et voilà, là, ça devient quand même très très problématique. Donc, faut aussi un petit peu réfléchir à tout ça. Je suis d'accord avec toi, Thibaut. Rapidement, Thibaut, je vais rester vers toi. La chute de David Gaudu et son abandon aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'a inspiré? À quoi t'as pensé quand t'as vu ça? À prendre une corde et me pendre. Mais au-delà.
Il a pas de chat, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Il additionne les malheurs. Moi, quand j'étais petit, je connaissais les malheurs de Sophie, et maintenant que je suis grand et adulte, je connais les malheurs de Godu. Toi, Enzo, ça t'amène pas une réflexion un petit peu au-delà de ça? Si, en fait, c'est exactement ce que la réflexion que je me fais pour Van Aert ces dernières années. Quand tu tombes autant, c'est pas de la malchance. C'est pas de la malchance. Ouais. Toi, Boris, t'as eu une réflexion sur l'abandon de Godu? Non, moi, je suis assez d'accord avec Enzo. Hein. À partir d'un moment où tu tombes autant, c'est que c'est pas forcément du hasard. Hein. Surtout qu'en plus, il tombe quasiment tout seul. Donc, Alors, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, il tombe quasiment tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures, qui a fait que Godu est revenu un petit peu dans l'actualité des réseaux sociaux, un peu malgré lui. Est-ce que, on en parlait dans des podcasts d'avant et on disait que Godu c'est une éponge, qu'il est hermétique. On le sait qu'il est hermétique à plein de choses. Est-ce que ça a pu perturber sa concentration sur l'étape du jour? Non. Non, honnêtement, je pense pas. Enfin, ou alors c'est très grave, hein, parce que non, je pense pas. Pour moi, ça a absolument aucun rapport. Là, par contre, on est vraiment sur une coïncidence pure où l'interview sort hier et aujourd'hui, il se retrouve au tas, tu vois. Mais non. Moi, je fais référence à l'interview d'Alexis Brunel qui a littéralement pulvérisé David Godu. Bon, c'est pas nouveau, hein, quand Alexis Brunel avait quitté la Groupama à l'époque. Il l'a pas pulvérisé. Il a dit qu'il l'aime pas. Ah non, mais après, il l'a pas pulvérisé. David Godu s'en bat les couilles de lui. Il lui a chié dessus. Oui, il lui a chié dessus. Non, mais les gars, regarde. On peut imaginer que les deux ne s'aiment pas. Je veux dire, est-ce que Godu en a vraiment quelque chose à faire que Brunel, lui, il l'aime pas? S'il l'aime pas, honnêtement, si les deux peuvent pas se blairer, qu'est-ce qu'il va en avoir à branler? Au pire, il va dire un coup de connard, quoi. C'est tout. Ça. Et il sera même pas étonné. Ouais. Alors... Si c'est un équipier actuel qui dit ça, ou alors un mec que lui considérait comme un pote, ok, là t'es perturbé. Si c'est un mec que de toute façon il déteste, t'en as rien à foutre. Non, vraiment, je pense pas. Tu peux pas le blairer, voilà, c'est la vie. Hein. Moi, je suis d'accord avec vous sur ce point. Il peut pas le blairer, c'est pas un problème. Mais maintenant, quand tu te retrouves à faire les banderoles de tous les sites, les unes de tous les sites de vélo spécialisés. En plus, on sait que Godu, c'est un mec qui est connecté, donc il doit avoir un pote qui lui remonte, 2 potes qui lui remontent, 3 potes qui lui remontent, 10 potes qui lui remontent, ou des mecs qui connaissent. Ouais, mais pendant la course, tu t'en fous, t'es focus. En plus, c'est une étape de sprint, faut quand même rester alerte. T'es pas focus sur ce que disent les autres sur ta gueule pendant la course. Moi, tu m'enlèveras pas de l'idée que sur 200 bornes où il se passe rien, ça lui traverse. Si ça l'a énervé, tu vois, s'il y a un mec qui arrive qui te torpille sur les réseaux, enfin qui te torpille, ça fait la une des réseaux et qu'on n'arrête pas de t'en parler. Quand tu prends ton vélo le matin, je pense que je pense que ce qui se passe à l'intérieur, c'est un impact. Moi, je reviens sur la fringale de Pogačar sur le dernier Tour de France, quand il est battu par Vingegaard. Je suis sûr que la non-sélection de sa femme pour les Jeux Olympiques dans l'équipe de Slovaquie, où il était très en colère, je suis sûr que ça l'a sorti de sa course. C'est vraiment, ça paraît con, mais et encore une fois, je vous le redis, moi Godu, quand ça va bien et que toutes les planètes sont alignées autour, il peut être très très fort, mais dès que ça commence à mettre des cailloux dans la chaussure, il n'y a plus rien. Moi, je suis d'accord avec toi, Vincent. Ah, merci Boris. Forcément, ça a eu un impact psychologique et mental sur... Après, au moment où ça se passe, peut-être qu'il y pense pas, mais forcément, il y a de l'influx qui part, il y a forcément... ça a un impact sur son mental, quoi. Ah oui, non mais encore une fois, sur certains coureurs, Enzo et Thibaut, je suis d'accord avec vous, mais là on parle de David Godu, et ce que je dis n'est pas négatif, ni négatif ni positif, mais je pense que vraiment c'est une éponge, je vous le dis. Enfin bon, voilà, on n'est pas dans la tête de Godu, on le saura jamais. Enzo, on bascule sur la prévue de l'étape ? Ouais, c'est parti. Allez, on t'écoute pour le parcours. 3e étape de Tirreno demain. Alors sur le papier, il n'y a rien de bien fou, mis à part le fait qu'elle va faire 240 km, ce qui est assez rare aujourd'hui, d'avoir des étapes
une course sur une étape sur une course par étape aussi longue. Est-ce que ça serait pas une petite prépa pour Milan-San Remo? Ah bah si, enfin là clairement, ouais. T'as le truc, t'as 240 bornes et en plus t'as un long faux plat montant avec une petite côte à 4-5% dans le final. Là, t'es pile dans une répétition. Alors, sur Milan-San Remo, il y aura 49 km en plus. Donc, tu rajoutes une bonne heure de course supplémentaire. Mais demain, déjà, les mecs qui veulent performer sur San Remo, on devrait les voir essayer de le tester dans le final. Maintenant, quand tu regardes le final, ça reste quand même très roulant. On va dire sur le total, tu as 18 km 5 à 3%, en gros, avec le sommet qui se retrouve à 4 km et demi de l'arrivée. Mais sur ces 18 km 5, tu as vraiment les premiers 1600 mètres qui sont difficiles à 8% et des cacahuètes. Et après, tu as un très long faux plat montant à 1-2%, donc pas grand-chose. Puis une portion de 5 km à 4,5% à peu près. Et après, t'arrives sur le sommet, petite descente, et le final est plat. Donc, honnêtement, ça va rouler vite et fort dans la côte, mais les pourcentages sont pas suffisants pour avoir des attaques, à mon avis. Après, je laisserai Thibaut me corriger ou non, mais je pense que ça va, les équipes de sprinteurs costauds et résistants, parce qu'il faudra pas oublier quand même la distance. En fait, c'est ça le vrai problème demain, c'est pas tant la dernière côte. Tu mets ça sur une étape de 160 bornes, honnêtement, même Groenewegen y passe, je pense. Ou alors il bascule pas trop loin. Là, après 240 km, j'ai un peu plus de doutes. Mais t'as quand même beaucoup de sprinteurs qui sont hyper résistants. Jonathan Milan, on l'a déjà vu faire des grosses performances sur des courses très longues. On sait que cet hiver, il a travaillé les bosses pour s'améliorer sur les bosses plutôt roulantes, mais on va dire tenir plus de 2 ou 3 minutes. Ce qu'il faisait très bien avant, mais là, on l'a vu en Espagne, il grimpe super bien. Donc, honnêtement, je vois pas de souci pour lui demain. À part un problème mécanique, je vois pas comment il n'est pas dans le final. Ça va rouler vite, mais pas assez vite pour le faire sauter. Les sprinteurs pourront largement s'abriter au sein du peloton, notamment dans le faux plat. Donc, je pense qu'on aura une bonne partie des sprinteurs qui sera là demain. Comme je te dis, il y a des mecs style Groenewegen, j'ai un peu plus de doutes. Mais des gars comme Milan, Koy, je les vois bien se jouer la victoire. Pour moi, c'est un sprint. Pas peloton entier, mais un sprint avec une bonne soixantaine de coureurs, je dirais. Au niveau de la météo, sur la globalité de l'étape et surtout dans cette longue ascension très roulante dont tu parles. Alors la météo demain, il va faire plutôt bon au départ. Et par contre, plus on va se rapprocher de l'arrivée, plus les températures vont baisser sous les 10 degrés. Pour le vent, c'est un vent de sud à 20 km/h toute la journée, sauf dans le final, où il va être un peu plus de sud-ouest, mais par contre il soufflera à 5-6 km/h, donc pas grand-chose. Mais en soufflant du sud-ouest, ça donnera un vent de 3/4 d'eau dans l'ascension finale. Mais en vrai, il va pas souffler assez fort, et surtout, il risque de beaucoup pleuvoir durant l'étape. En tout cas, ce qui a l'air d'être sûr, c'est que pour les 100 derniers kilomètres, il va pleuvoir. D'accord. Et ça, le fait qu'il pleuve, tu penses pas que c'est quelque chose qui peut durcir la course? Et ça aurait pu être le cas si on avait des températures proches de zéro. Là, on va être aux alentours de 15 degrés sur la majeure partie de l'étape, 10 degrés vraiment dans le final. Je sais pas. Le vrai problème de la pluie, c'est quand il fait froid avec. Tu vois. Là, ça va pas beaucoup monter. Ça va être chiant. En fait, je pense que psychologiquement, ça va avoir plus d'impact sur certains coureurs que vraiment physiquement, j'imagine. Parce que c'est long, 240 bornes, surtout s'il pleut. Toi, Thibaut, t'es d'accord sur ce scénario sprint? Ouais, je suis totalement d'accord. La course va être longue, donc forcément, ça va être usant, ça va être nerveuse, un peu du fait de la pluie, mais pour autant, c'est pas non plus ce qui va la rendre sursélective. Ça va la rendre sélective pour certains qui auront du mal avec la distance, certaines grosses cuisses, mais on en a d'autres qui sont endurantes et c'est une étape qui est pas suffisamment difficile pour les faire sauter et s'en débarrasser. Toi, Boris, de ton côté, t'as regardé un petit peu le parcours, t'es aussi sur cette analyse?
Oui, pareil. En fait, quand je regarde la start list, je me dis quelle équipe peut vraiment durcir à la fin. Je vois pas quelle équipe a vraiment intérêt à durcir la course, à part peut-être Ineos si Ghana décide de faire le sprint, mais mis à part ça, je vois pas comment on peut échapper à un sprint à la fin de l'étape. Ouais, mais pour moi, Ineos durcira pas spécialement, mais par contre, Ghana fera le sprint. D'accord. Et je pense qu'il sera sur le podium. D'accord. Mais au niveau des précipitations, vraiment, il pleut, c'est assez fort. Bah, si tu veux, moi, j'ai là sur mon truc, j'ai les précipitations à partir du milieu d'étape, on est à 0,018, et puis tu vas augmenter à quasiment 1 millimètre. C'est pas torrentiel, mais c'est une bonne petite pluie, quoi. On n'est pas sur le déluge. Ouais. 1 millimètre par heure, ça commence à être pas mal, non? Ouais, mais à partir de quelle heure tu l'as ça? Honnêtement, moi, quand j'avais regardé, c'était très progressif et ça pouvait tomber, genre vraiment sur la C'est fin. très progressif et ça, le quasiment 1 millimètre par heure, c'est 0,089. C'est vraiment aller au pied de la dernière difficulté. Bon. Ouais, c'est ça, exactement. Dans les allez, si je veux être exact et que je reporte ça sur Vélo Viewer, sur les 30 derniers. Okay. Bon, alors je pense que vous serez tous unanimes sur la victoire de Jonathan Milan. C'est pas Boris, toi, pareil, t'es aussi aligné là-dessus? Oui, pareil. Bon. En plus avec une belle cote. Ouais, alors voilà, c'est la question que j'allais te poser, Boris, parce que voilà, on t'avait connu comme manager, enfin on te connaît comme manager de Side Limit. On parlera un petit peu de Side Limit un petit peu plus loin dans l'épisode, mais alors pour toi, alors déjà je rappelle que jouer avec Excel comporte des risques. Ça c'est vrai, on fait du management de bankroll. Moi par exemple sur cette journée les dernières étapes de Paris-Nice et dernières étapes de Tirreno, je me suis complètement troué. Ça arrive et ça arrivera encore. Ça s'appelle le jeu. Il y a que les abrutis qui peuvent penser qu'on peut avoir bon et qu'on peut gagner tous les jours. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est avoir plus souvent raison que tort, et c'est ce qu'on essaye tous ensemble de faire dans le coup tordu. Et comme disait Gilou, toutes les idées sont bonnes à prendre et personne n'a la science infuse. Donc Boris, la question que je te pose, c'est est-ce que une cote à 2,5 ça te paraît value? Oui, complètement. En plus, il était sorti à 3, je crois, au départ. Ah ouais, il est descendu un petit peu? Ouais, 2,75 au début, ouais. Ouais, je l'avais vu à 2,75. Mais il est toujours à 2,75. Ouais. Donc 2,75 pour toi, c'est bon à prendre, Boris. Ouais, là c'est très bon à prendre pour moi. Bon. Enzo, bon ouais, toi c'est vrai que les cotes voilà, tu J'en sais rien. plus dans les pronos que moi je trouve. Non, mais la question qu'on peut poser à Enzo différemment, c'est sur ce type de scénario envisagé, sur ce type d'étape, est-ce que c'est logique de voir Jonathan Milan ultra favori? Pour moi, oui. Oui, je suis entièrement d'accord, parce que pour moi, je ne vois pas comment il pète demain. Je veux dire, à moins vraiment d'une méforme ou d'un souci mécanique, je pense pas qu'il puisse péter. Si Milan pète demain, c'est un scénario complètement différent que ce que j'imagine. On pourrait penser, oui, des attaques genre Van Der Poel ou des mecs comme ça pour se tester un peu. Ok. Mais je pense pas qu'une attaque tienne. T'auras un peloton entier, enfin quasiment entier, des sprinters endurants qui seront là. Je vois pas Milan péter. Et si Milan pète pas, on l'a vu encore aujourd'hui, il y a personne qui est à sa mesure. Il y a personne à sa mesure. Le seul qui est à sa mesure, il est de l'autre côté des Alpes et il est en train de s'amuser sur Paris-Nice. De quoi? Merlier. Mais oui, d'accord, ok, non, je croyais que Thibaut avait dit une connerie, du coup, je me suis dit, peut-être que je vais rigoler, mais c'est pas entendu. Oui, c'est Merlier. Donc, non, à partir du moment où je m'imagine passer, je le vois pas du tout battu au sprint. D'accord, mais peut-être son équipe, je sais pas, Van Der Poel, on va dire, dans les passages, pas raide, mais un peu, on va dire un petit peu plus pentu, à 3-4 km du sommet. Mais il y a pas de passage pentu, c'est du 4-5%. Oui, 4-5%, ouais. Et roulant, non, mais ça, Milan, il le passe. Oui, Milan le passe, mais je veux dire, si Van Der Poel attaque, Milan va pas sauter dans sa roue. Ça va être aux équipiers de la Lidl de faire le travail. Il y aura pas de la Lidl dans tous les cas. Allez,
au vu des déclarations de Pipo Ganna, tu peux être sûr que il y a même Ineos, ils vont prendre le relais à un moment des Lidl. Et ce sera eux qui vont rouler pour essayer de durcir, pour essayer de faire sauter certains sprinters, pour que Pipo Ganna ait plus de chances d'aller gagner dans un sprint réduit. Donc au final, les Lidl Trek, ils n'auront pas à tout faire. Bon. Enzo, comme je sais que tu je sais que tu dois je vais bientôt vous quitter, là, dans je 2 sais minutes. que tu dois nous quitter. Donc ton prono, Jonathan Milan, est-ce qu'il y a un autre nom qui te plaît demain pour éventuellement aller jouer un podium? Ouais, Ganna. Et là, ça fait plusieurs jours quand je vois la forme qu'il a, l'objectif Milan-San Remo en tête et la gueule de la course. Je pense que demain il fait le sprint. Sur un sprint plat comme ça, c'est pas le premier nom qui vient en tête, mais après 240 bornes et un long fond plat montant juste avant, je pense que ça peut être un des mecs qui aura le plus de fraîcheur dans le final et avec une pointe de vitesse à la base. C'est vrai qu'il y aura moins de monde pour le sprint et en plus, encore une fois, ça sent la répétition pour Milan-San Remo et on sait que Pipo, c'est l'un de ses rêves d'aller évidemment décrocher Milan-San Remo. Donc je suis assez d'accord avec toi. Si là il tente pas le sprint ou quelque chose, ça me paraît quand même un petit peu curieux. Merci beaucoup Enzo. Il y a la preview, tu fais double preview tous les jours sur ton site. Ah non, juste Tirreno Adriatico. Bon. J'ai plus le temps. Mais la Paris-Nice qui est sur faite Vélo par Futé, Thibaut de Côté, donc c'est parfait. Voilà. Ok, donc les gens sont couverts. je rappelle le site The Big Gear, donc pour retrouver tes pronostics, et puis bien évidemment ta preview, parcours détaillé et tout le reste. Donc The Big Gear et ton compte Twitter, Analyste Phoenix. Merci beaucoup Enzo. Merci à toi, merci les gars, et je vous écouterai pour Paris-Nice un peu plus tard dans la soirée alors. Ok, ça roule. Ciao Enzo. Ciao. Le podcast se poursuit. Toi Boris, à part Jonathan Milan, est-ce qu'il y a un autre nom que t'as coché ou est-ce qu'il y a éventuellement un match-up qui te tente? Au niveau des match-ups, j'ai rien vu de particulier. Après, au niveau du il y en a un qui podium, est choquant. Moi aussi, il y en a un qui me choque. Mais voilà, on va en parler. Mais vas-y, Boris. sinon, on repartira encore sur un Magnier podium. Vu que j'ai vu qu'il était coté à 12, il y aura sûrement un podium aux alentours de 3. Et on a vu aujourd'hui qu'au niveau placement, il avait encore du mal un peu à frotter quand il y avait beaucoup de frottements, mais demain, ça devrait être un peu plus tranquille et je pense que du coup, au niveau placement, il devrait être beaucoup mieux placé et je le vois bien faire un podium demain. Alors moi, la seule interrogation que j'ai sur Magnier, c'est justement la caisse, les 240 bornes, comment il va les encaisser. Alors pour lui, ça va être un bon entraînement. On va aussi un petit peu découvrir tout ça pour Paul Magnier. Mais après, c'est vrai que sur un sprint un petit peu plus réduit avec moins de monde, ça peut être aussi à son avantage. Thibaut, moi j'ai localisé un match-up qui est assez choquant. T'as localisé un match-up qui est assez choquant. Thibaut, est-ce qu'on n'irait pas, on va dire, sur un de tes coureurs préférés? Oula, on n'a pas le même. On n'a pas le même. Enfin, j'allais dire un de tes coureurs que tu aimes autant que tu détestes. J'y ai pensé, mais c'est pas celui qui me choque le plus. D'accord. Parce que moi, je vais quand même en parler de ce match-up. Dans quel monde, à la Movistar, on joue pour Nathanael Tesfacion et non pour Luis Arolar? Et du côté de la Cofidis, en plus on sait qu'Aramburu aime bien la pluie. Donc Aramburu outsider face à Nathanael Tesfacion, je comprends pas trop. Après, le problème, c'est que des fois Aramburu il oublie son cerveau dans le bus. Ça, c'est le souci, quoi. Ouais, mais moi, mon match-up et celui qui me choque, c'est Vito Bright contre Luis Orlar. Alors, Luis Orlar, le passement de ses bosses après une journée difficile qui va être éreintante et pluvieuse, je suis pas sûr qu'il soit là dans le final. Que Vito Bright, si. Donc, pour moi, le match-up, il doit être totalement inversé. Ah, je suis pas d'accord. Pour moi, Orly Solar, ça peut me mettre potentiellement un top 3 surprise. Oula. C'est quand même un mec qui passe extrêmement bien les bosses. Oui, c'est ça. On l'a vu du côté de Lumloop, qui passait bien les bosses. Oui, après, on est sur des profils un peu différents où ça frotte, mais après, tu prends en tout cas dans son ADN, dans son pédigré, moi
Moi, j'irai pas dessus. Donc, toi, tu penses qu'à la Je suis Movistar... pas convaincu. Surtout D'accord. pas en ce début de saison. Alors, Louis Sorlard, il monte en reculant. Hein. D'accord. Alors, écoute, à toi, tu penses qu'à la Movistar, demain, on peut jouer autant la carte Test Fashion que Ollard? Et ben, moi, je pense que Ollard, il est pas là. Donc, à partir de là, t'as ta réponse. Bon, ok. Bon, bah, je vais m'abstenir. Alors, je vais pas jouer mon match-up à Rambourou. Parce que c'est vrai tu que... peux le jouer, hein. Non. Tu peux le jouer. Regarde, t'étais pas convaincu hier de la Lidl contre Soudal, ça m'a pas empêché de le jouer. Oui. Non, mais oui, bien sûr. Mais le truc, c'est que après le problème à Rambourou, c'est comme Godu, il fait partie de ces mecs qui sont complètement impronosticables en fait. Il y a pas de logique, il y a pas de suivi, il y a pas de cohérence. Il se passe des choses voilà. C'est compliqué de se mettre dans leur et encore une fois, hein, ce que je dis est pas négatif. Ouais, puis moi, il y a la question de la distance. Hein. Ollard, il a fait combien de courses de plus de 220 bornes dans sa carrière? Ah bah vu qu'il était à la Carrara, je pense qu'il en a pas fait tant que ça. Il en a pas fait beaucoup, hein. Il en a pas fait beaucoup, à part le Tour du Venezuela où il joue contre Pimpin et Michel. Il a les Jeux Olympiques DNF, les Championnats du Monde DNF, San Sébastien DNF, Jeux Olympiques 53. Bon, enfin tu vois, c'est pas. Et Vito Braet sur les formats longs, qu'est-ce qu'il donne? C'est un petit jeune quand même, donc là ça va être. Alors on va voir ça. Mais dans tous les cas, moi la question de la résistance de Ollard déjà en ce moment sur le fait qu'il grimpe bien, déjà c'est déjà mieux quand même. Ok. Et Vincent, ouais non. Boris, t'allais dire un truc, Boris? Ouais, j'allais te demander, tu vois Rambourou faire le sprint demain et pas la jouer pour Cocard? C'est vrai que t'as raison. Maintenant, un Rambourou, c'est aussi un fils de la pluie et du vent. La pluie, il aime bien ça. Et effectivement, Boris. Après. Si ça finit à 60, 110 coureurs, il peut finir dans le ventre mou comme aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est vrai que maintenant, Alex Aramburu, on a été un petit peu le chercher en Espagne du côté de la Cofidis. Je pense qu'il a un très très bon salaire parce qu'il avait plusieurs propositions. Donc pour le faire venir, je pense qu'on a sorti la moulaga du côté de la Cofidis. Donc voilà. Voilà. Après, ils peuvent aussi jouer sur les deux cartes. Hein. Mais c'est vrai que si on part sur un sprint à 70, 80, 90 coureurs, logiquement, Brian Cocard doit aussi être dans le coin. Donc, et sur ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était plutôt Cocard qui sprintait que Aramburu. Donc là, t'as raison. Donc c'est pour ça. Donc je pense que ce match-up, je vais le ranger tranquillement et je vais le mettre à la poubelle. Bon, Thibaut, toi, il y a quelque chose d'autre qui te plaît dans le éventuel top 3 ou quelque chose à rajouter sur cette étape? Dans l'éventuel top 3, je me pose une question. Je me pose une question d'un mec, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est pas là? Parce que au vu de ce qu'il nous a montré en Provence, comment il grimpe, il y a un peu une résurgence de sa forme passée. C'était un type de profil qui pouvait passer. C'est un mec qui est rapide, qui va être, s'il est présent, emmené par Godon. Je me demande si Sam Bennett, ça peut pas faire la blague et être surprenant et aller chercher une place sur le podium demain. C'est vrai que Moi, quand je le vois à 150, tu vois, je me dis le podium peut être intéressant et pour le coup, ça peut être une option. Après, en vrai, ce type de profil et de mec, c'est peut-être plus un mec à voir en live, être attentif à sa présence ou non, ce qui va être compliqué avec la pluie puisqu'ils ont tous des kawaii. Mais si tu le vois présent, voilà, ça peut être un bon live bet, on va dire, pour un podium. Et est-ce que le top 10 serait pas plus intéressant pour Sam Bennett? Honnêtement, quand t'as 150, on a un top 10 à 8, je pense. Ouais, mais en vrai, dans un sprint réduit, comme ça, mais est-ce qu'il n'est pas plus candidat à un podium et plus intéressant que d'aller chercher un top 10 qui est beaucoup plus bas, tu vois? T'en penses quoi, toi, Boris?
Je pense aussi que c'est soit tout, soit rien. Ça serait plus utile peut-être de prendre le podium plutôt que d'aller chercher un top 10. C'est soit il est là, soit il est pas là, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, bon, alors j'allais dire à couper un peu la poire en deux le top 6, mais c'est vrai quoi, non, il y a moi j'ai du mal vraiment à me faire une idée du nombre de mecs qu'on va retrouver à l'arrivée. Je vous avoue que je suis pas j'ai pas l'esprit clair sur cette étape en fait. Je suis pas aussi radical sur le Jonathan Milan. C'est pour ça que c'est très difficile à pronostiquer cette étape parce que en fait il y a une grosse inconnue, quoi. Ouais. Et dans le même style, pour un top 10, un Pluimers de la Tudor, ouais, qui marche bien depuis le début d'année. Je pense qu'on va jouer sa carte demain parce que Zilliard, je sais pas s'il va passer. Non, il passera pas, Zilliard. Non. Ah, je pense pas. Je pense pas non plus. Parce que mine de rien, il y a quand même la distance, la pluie qui vont faire, et puis l'accumulation du dénivelé, hein. Le dénivelé positif, en fin d'étape, on est à 3200. Je pense qu'avec la distance, ce sera trop pour ce type de profil. Il y a forcément des mecs, être résistant, être un sprinter qui passe bien les bosses, comme Milan, c'est pas trop un problème. Même un Coy peut être là, tu vois. Après, il y a une question de train, de placement, d'influx nerveux à la fin. Mais pour le coup, ouais, non, je pense que Markel, il est pas là, quoi. Moi, je pense qu'il y a aussi une question de fraîcheur, c'est-à-dire qu'on entend souvent des coureurs qui nous expliquent, et c'est ce qu'on voit aussi dans les interviews, c'est que très souvent, après 200-220 bornes, t'as certains coureurs qui ont cette capacité à garder le même sprint, et certains coureurs qui ont tendance à s'écraser avec la distance. Et voilà. Et ça aussi, ça peut être une des clés. Ça peut être une des clés du sprint de demain. On sprinte pas pareil quand on est frais et quand on n'est pas frais. Moi, il y en a un aussi que je trouve éventuellement pas mal, hein, qui peut être candidat un peu à un podium surprise. Il marche très fort en ce moment, c'est Magnus. Hein. Magnus, à l'usure, on sait qu'il aime bien le mauvais temps. On sait qu'il va moins fatiguer que certains sprinteurs parce que même si on se retrouve avec 60 mecs et certains sprinteurs qui arrivent à passer, dans quel état ils vont se retrouver pour faire le sprint ? C'est un petit peu aussi l'idée. Donc voilà. Donc moi je pense que du côté des Uno X, Søren Warensholt par exemple, je le vois pas du tout passer, quoi. Ouais, non, normalement ça devrait pas passer. On est d'accord. Donc Magnus Cort me paraît un petit peu. Dans tous les cas, il y aura un durcissement. Il y aura un durcissement avec de potentielles attaques. Mathieu Van Der Poel a annoncé ses visées sur ce type d'étape, donc on sait qu'il au minima, il va essayer de se tester, ou au pire, son équipe va rouler. Les Ineos, au vu des déclats de Ghana, et puis au vu d'aujourd'hui, de leur accélération, à 10 bornes de l'arrivée, on se doute à peu près qu'ils vont faire à peu près la même chose dans les 22 derniers kilomètres au pied de la bosse pour pouvoir essayer un peu d'écrémer ce peloton. Donc dans tous les cas, ce long faux plat montant va quand même rester difficile et va faire sauter des mecs. Alors après, c'est marrant la manière dont réagit le marché, parce qu'en même temps, je suis sur le BookRef en même temps où on enregistre le podcast. Jonathan Milan est remonté à 3, donc ça veut dire que, on va dire, sur la majorité des books, on a du mal à croire à la victoire de Jonathan Milan. Je vois Magnus Cort est coté 3e de l'étape, donc j'irai pas dessus, mais bon, ouais, assez. C'est surtout qu'en fait, Mathieu Van Der Poel subit une propagande populaire. Hein. Parce qu'il a dit en interview qu'il était intéressé par cette étape. On vient de perdre Boris sur un but parisien. Ah, Boris, but du PSG ? Oh oui, ça c'est beau. D'accord, ok. Bon, la magie est en route. La magie de voilà, on va te retrouver dans le podcast chaque fois que le Paris Saint-Germain joue en Champions League, ça sera peut-être la bonne pour on a peut-être trouvé la formule pour le Paris Saint-Germain. Écoutez, on va rappeler juste avant le rappel des bêtes, Boris, juste sur cette étape de Tirreno Adriatico, celle qu'on a vue aujourd'hui, c'est passé un truc intéressant pour les managers de Side Limit. J'avais fait un petit épisode, un petit format consacré aux électrons libres. Donc voilà, Boris, on le voit quand on choisit bien son électron libre, à savoir le mec qui va aller gratter l'échappée matinale, on peut le dire, on récupère des points très très facilement, quoi, et sans stresser en plus.
Ah bah maintenant, je trouve que ça se joue la majeure partie du temps sur ces électrons libres. C'est vrai que c'est Donc, décisif. il faut avoir le nez fin. Ouais, oui. Après, voilà, je pense que Tarozzi, comme disait Thibaut hier dans le podcast, je pense que Manuel Tarozzi est parti un petit peu pour toute la saison essayer de nous faire le mec. Ouais. Ouais. Là, il est, là, il est parti Manuel Tarozzi, mais bon. Tonelli est pas mal non plus. Hein. Oui. Non, mais on en a quelques-uns. Tonelli qui a rejoint. Toi, t'étais sur qui, toi, dans tes compositions d'équipe, Boris? J'ai du Tarozzi en Ligue 3, avec du Tonelli. Ouais. Ah ouais, les deux ensemble. Ah ouais, d'accord, ok, t'as mis un. Ouais, en Ligue 3. Un en équipier et un en électron libre. C'est ça, oui. C'est beau, ça. Et sinon, j'ai aussi beaucoup misé sur Alaphilippe en grimpeur. Donc aussi en électron libre, mais à partir des étapes qui viendront plus tard sur Paris 10. Ouais, c'est vrai que voilà, on marque aussi des points, on marque moins de points en échappée quand on a mis son coureur en grimpeur, mais on marque aussi des points. Puis après, bien évidemment sur tout ce qu'on voit au niveau du classement de la montagne. T'allais dire un truc, Thibaut? Non, pas du tout. D'accord. Parfait. Écoutez, on va rappeler donc on va rappeler vos pronostics pour cette 3e étape de Tirreno Adriatico. Donc Boris, on t'écoute. Victoire de Milan à 3. D'accord. Thibaut? Je rejoins Boris et Vito Bret devant Orluis Orlar. Ok. Et écoutez, moi ça sera un no bet sur cette. Franchement, je sais pas, non, parce que je vois la cote de Jonathan Milan qui monte, et c'est vrai qu'en plus il aime bien la pluie, il a une équipe qui est solide, il s'est préparé, comme le disait Enzo, pour les ascensions roulantes. Je vois pas comment il est lâché, moi. À partir du moment, si tu vois un autre vainqueur que Milan, tu vois Milan battu au sprint. Moi, ce qui me fait peur vraiment, c'est la désorganisation que qui pourrait y avoir à cause de la pluie, en fait. C'est-à-dire vraiment, tu vois, que ça vienne durcir encore plus la course. Ça c'est quelque chose qui me glace. Ça, c'est quelque chose qui me glace un peu. Donc, est-ce que moi-même j'arrive à trouver du Tirreno Adriatico? Est-ce que j'arrive à trouver du Milan à 3? Il avait quand même été assez impressionnant à Valence, hein, Milan, c'est vrai aussi. Sur les bosses. Hein. C'est vrai aussi. Bon, allez, je vais vous suivre, allez. La victoire de Milan, voilà, 2,75 ou 3, je sais pas combien sera la cote, mais je vais vous suivre, allez. La BK à 0,20 pour la victoire de Jonathan Milan. Eh ben merci. Merci à Enzo, merci à Boris, merci à Thibaut pour cette preview de Tirreno Adriatico, et surtout restez calés, restez dans le coup tordu, puisque vous avez un nouvel épisode qui vous attend, le 254e épisode du coup tordu, consacré à la preview de la 4e étape de Paris-Nice.